Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu PSG de manière pêle-mêle. J'ai noté différents trucs dans les brouillons, normalement ça devrait faire une vidéo entière. On va parler du match demain à Nice bien sûr, mais aussi de Mercato parce qu'on a eu quelques informations qui ont été relayées sur les réseaux cette semaine. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, commençons avec le déplacement à Nice, l'Allianz Riviera qui nous attend demain soir, 3 jours seulement après leur match de Coupe d'Europe qu'ils ont joué à Rome face à la Lazio. D'ailleurs, ils se sont lourdement inclinés. C'était jeudi soir à 19 h pendant que nous, on jouait mardi. Donc, on a eu 2 jours de récupération en plus. Évidemment que c'est un avantage physique et que demain, on devrait avoir des Niçois un peu amorphes, du moins sur la fin de match, qui plus est avec la philosophie de Luis Enrique. Donc, un João Neves, par exemple, qui a l'habitude de bien terminer ses matchs à partir de la 70e, devrait avoir beaucoup d'espace. Les entrants aussi, potentiellement les jeunes, Mbaye et Mayulu, qui ont fait des entrées un peu décevantes contre Rennes la semaine dernière, demain devraient avoir une équipe un petit peu fatiguée sur la fin de match. Des titulaires aussi qui seront absents, d'autres qui reviennent, voilà, qui sont juste entrés en Coupe d'Europe et qui devraient retrouver leur place de titulaire. On va revenir là-dessus. En Ligue 1, leur début de saison est plutôt moyen, hein, à part le 8-0 contre Saint-Etienne que tout le monde a vu passer. On peut pas dire que Nice est une équipe au top de sa forme, en pleine possession de ses moyens. Ils sont 9e au classement. Donc, bien sûr, il faut assurer demain, avant la trêve internationale, où chaque joueur va partir de son côté aux 4 coins du monde, bien se faire éreinter, hein, parce que vraiment, il n'y a aucune sélection qui nous a laissé un joueur au campus pour se reposer un petit peu, alors qu'on a certains joueurs qui se sont blessés lors de la dernière trêve internationale, qui traînent encore la blessure et qui vont repartir avec leur sélection. Le Portugal avec Vitinha, Désiré Doué avec les jeunes Français. Bref, il faut aussi assurer pour la course au titre demain soir, même si l'OM a un petit peu lâché sur leurs 2 derniers matchs, hein, donc défaite à Strasbourg le week-end dernier. Strasbourg qui est une belle équipe, hein, très intense, beau pressing, on aime bien la voir jouer. Ils bousculent un peu les adversaires qu'ils affrontent et surtout nous on va les affronter justement à la sortie de cette trêve internationale, juste avant le match contre le PSV Eindhoven en Ligue des Champions. Au Parc des Princes, certes, je crois que c'est le 19 ou le 20 octobre. Il va falloir faire très attention. Ce sera le début d'un match, d'une série de matchs qui va être compliquée. Après la trêve, c'est du très lourd. Donc Strasbourg, comme je le disais, qui est une équipe difficile à affronter, surtout que on reviendra de la trêve, on tournera parce que juste après, il y aura la Ligue des Champions face au PSV. Encore après, le Classico en déplacement à Marseille. Lens, début novembre au Parc. L'Atlético et ensuite, bon, Angers qui sont actuellement derniers au classement. Donc c'est un sacré enchaînement et ensuite retrêve internationale. Voilà un petit état des lieux du calendrier des Parisiens. Et donc pour revenir sur l'OM, le nul hier contre Angers, un partout au stade Vélodrome. Bon, ça fait plaisir de les voir enfin marquer le coup, de voir les gens redescendre un petit peu par rapport à la hype de Zerbi, que j'ai trouvé un petit peu abusé dans la mesure où il surperforme complètement. Il y a une statistique qui est assez simple et éloquente, c'est les expected goals. Aujourd'hui, ils ont marqué 16 buts avec 10,59 d'expected goals. Ils sont 7e au classement, voilà, en matière d'XG. Alors que, de manière en points, ils sont 3e. Voilà, donc ils ont 4 places de moins sur les expected goals. C'est sûr que ça témoigne d'une incapacité dans les 30 derniers mètres à faire la passe qu'il faut, à avoir un volume d'occasions créées très important. Et moi, ça me fait quand même doucement rire quand j'écoutais sur RMC des gens comparer Luis Enrique à De Zerbi. Luis Enrique, tu peux tout lui reprocher, mais son équipe se procure un volume d'occasion quand même assez important et je pense que De Zerbi ne joue absolument pas dans la catégorie de Luis Enrique là-dessus. Après bien sûr voilà, aujourd'hui l'OM, de l'autre côté aussi défensivement, hein, ils ont un gardien qui est en sur-régime complet pendant que nous en Ligue 1
Donnarumma ne fait pas vraiment d'arrêt, Safonov aussi, même si il a encaissé des buts à chacun des matchs qu'il a joué, à part Gérone. Mais voilà, c'est vrai que ils avaient une équipe, une dynamique qui pour moi ne pouvait pas continuer, même si sans Coupe d'Europe, bien sûr qu'ils seront plus frais à des moments clés de la saison. Typiquement, les deux classicos, on les joue post-Ligue des Champions. Là, après le PSV Eindhoven, on va se déplacer. On les reçoit le 16 mars au Parc pour le retour de Rabiot. Soyez là, hein, laissez vos cordes vocales. Par contre, ce sera après le 8e de LDC, donc le 8e retour, voilà. Donc, si on se qualifie, bien sûr, hein, c'est sous réserve d'une qualification, mais ce serait après une potentielle qualification ou une potentielle élimination. Donc voilà, c'est vrai que les deux classicos ont été calés par la Ligue à des moments où nous on aura un timing assez serré. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est le genre de match où tu peux te permettre de faire tourner, bien évidemment. Bref, petit état des blessés. Parce qu'il y a un truc que j'ai noté en regardant les photos que le club a diffusées des entraînements cette semaine, pas de Kimpembe. Pas de Kimpembe alors que la semaine dernière il était là avec ballon, séance collective. Visiblement il n'est plus là. Donc est-ce que ça cache quelque chose qui sortirait dans les prochains jours? Je ne sais pas. On parlait d'un retour mi-fin octobre pour lui. Bon, il aura la trêve où il sera un petit peu tout seul au campus encore. Mais c'est vrai que c'est quand même très très long. C'est quand même très très long et je note ça. Après, peut-être qu'il était à l'entraînement et que le club n'a pas diffusé les images, mais je pense qu'ils ont tout intérêt à le montrer justement quand il est là. Bon, sinon tout le monde est présent, hein, à part les 3 blessés de longue date, donc Kimpembe, Lucas et Gonzalo Ramos. Côté Nice, comme je disais, Terem Moffi qui s'est fait les croisés, Laborde, Morgan Sanson, Melvin Bard des titulaires. Ndombele qui va revenir, Mohamed Ali Chaud aussi. Mohamed Ali Chaud, rappelez-vous, c'est un des seuls joueurs qui a été maîtrisé par Beraldo au poste de latéral gauche. Le Nice PSG de la fin de saison dernière, quand on gagne 2-1 avec un très beau but de Barcola, si je me souviens bien, Beraldo fait un bon match au poste de latéral gauche. C'était un de ses rares bons matchs avec celui contre Lyon, je crois, quand on gagne 4-1, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, il avait bien maîtrisé Mohamed Ali Chaud. Voilà. Bon, dans tous les cas, Ndombele, lui, devrait être sur le terrain demain. Bon, de notre côté, la compo, et on va parler un petit peu des différents joueurs. Donnarumma a été le sujet de plusieurs articles. Alors déjà, le Parisien, bon, ils ont appelé des experts du poste pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a Jérôme Alonso qui nous dit, bon, en fait, faut qu'il reste au campus et qu'on lui envoie 50, 60 centres de chaque côté chaque jour. Et puis là, ça y est, il va prendre, ça va faire une routine, machin. Ok, merci pour le conseil. J'espère qu'il le fait parce que sur cette dernière saison à Milan, il travaillait vraiment les sorties aériennes et il l'avait abandonné avec le staff de Pochettino. Donc ça, ce serait une bonne question à poser à Luis Enrique. Est-ce que avec son entraîneur des gardiens, qui a la trentaine, qui sortait d'Andorre, Borja Alvarez, si je dis pas de bêtises, il s'appelle, est-ce que Donnarumma travaille ça? On sait que les relances, c'est ce qui est le plus étudié. Après les sorties aériennes, voilà. Après, bon, il y a eu un papier de l'équipe qui nous dit... l'équipe, cette semaine, ils ont été vraiment dans les... oui, dans les ragots, quoi. Parce qu'ils disent, le statut de Donnarumma pourrait être revu, voilà. Il a jamais eu l'unanimité que Keylor Navas a fait à un moment donné. Ils ont fait un papier sur Dembélé et Luis Enrique en disant, Dembélé, parfois il se sent un petit peu un peu bridé et tout ça, il y a des petites incompréhensions, alors que l'incident est clos. Bon, après, c'est peut-être aussi l'entourage de Dembélé qui tempère, pas tempère, mais contre-attaque, pardon, c'est l'exact inverse, de leur côté, en fait. Voilà, ils ont attendu la fin de l'affaire pour faire filtrer, parce que c'est vrai que, bon, sur le moment, il n'y a pas eu beaucoup d'informations, à part la vidéo du supposé frère qu'il a fait sur TikTok, là, où il parle très mal, d'ailleurs. Voilà, on n'avait pas eu vraiment d'écho. Bref, donc l'équipe ont été assez offensifs. Je vois pas dans quel monde Safonov, sur les 3 matchs qu'il a joué, n'a rien bousculé du tout. Tenas part de très loin, voilà. Je n'oublie pas son match face à Toulouse, par exemple. Certes, contre Le Havre, sur sa première entrée, le carton rouge de Donnarumma, il est vraiment en état de grâce. Mais après, il n'y a pas un autre match où je me suis dit, ouais, il crève l'écran. Bref.
Safonov, justement, une information assez drôle. Là, ça va être la trêve internationale. Il a été convoqué avec la Russie, qui n'ont pas de match d'ailleurs. Hein. Il y a un rassemblement, mais ils ont toujours pas de match prévu. En septembre, ils avaient joué contre le Vietnam et ils avaient un deuxième match contre la Thaïlande qui devait se jouer, mais qui avait été annulé pour un typhon. Voilà. Et là, ils se rassemblent sans avoir de match programmé. Sauf que les avocats de Matvei Safonov lui déconseillent d'y aller, d'entrer sur le territoire russe, parce qu'il pourrait ensuite être interdit d'en sortir. Rappelez-vous, fin août, les juges russes avaient tranché sur son litige des pensions alimentaires avec son ex-femme et ils l'ont condamné à verser 571 000 € de pension alimentaire et 25% de son salaire chaque mois. Rien que ça. Donc il a fait appel, bien évidemment, ça va être des procédures très très longues. Mais visiblement, s'il y va, il y a peut-être un petit risque qu'il y reste. Donc cette histoire est revenue sur. Je pense qu'elle va revenir à chaque trêve internationale. C'est un peu dingue, hein, c'est un peu dingue parce que il s'est défendu en disant que il a donné toujours des pensions alimentaires à sa femme pour pouvoir vivre et à Moscou et à Krasnodar. Donc visiblement, ça devait être quelque chose de plutôt confortable, selon ses dires, bien sûr. Voilà, il dit bon, c'est pas 2-3 millions d'euros que j'ai donné, mais j'ai donné suffisamment pour pouvoir vivre à Krasnodar et Moscou. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pouvoir vivre? Selon les gens, bien sûr, personne te dira le même montant exact. Mais voilà, c'est une affaire quand même qui est très bizarre. Ce truc de recruter quelqu'un qui a des problèmes comme ça avec son ex-femme. Bref. Donc demain, Donnarumma dans les cages, Hakimi bien sûr, hein, je veux le voir, c'est une des clés de notre formation. Marquinhos et Pacho, hein, bien sûr, ils vont enchaîner. Skriniar n'a gagné aucun point sur son entrée contre Rennes vendredi dernier où il était complètement à contre-temps. Quand il s'amusait à sortir de l'alignement, il était complètement perdu. On a aussi retrouvé le Skriniar complètement désarticulé, robotique dans le body language. Voilà. Donc non merci, on va s'en passer. À gauche, je mets Nuno Mendes quand même, face à Ali Chaud. Donc Ali Chaud qui s'est fait gérer par Beraldo, comme j'ai dit plus tôt lors du dernier match, mais qui reste quand même un ailier plutôt vif. Donc ça peut être intéressant de voir Nuno dans le duel. Beraldo, non. Surtout qu'en plus, il va aller avec le Brésil. Alors, bon, déjà, il est très frustrant, Beraldo, parce qu'en fait, ces matchs, il y a des bonnes périodes. Il va enchaîner des bonnes lectures des trajectoires, des duels bien anticipés, bien joués, des moments où il a du vice, où il défend bien, où tu as l'impression que c'est un vieux briscard. Et ensuite, à chaque match, il va te faire des erreurs, mais d'une grossièreté aberrante. Enfin, contre Rennes, la perte de balle en première mi-temps. Et ensuite, il réussit même pas à rattraper son coup parce que c'est Blas qui récupère, qui va le dribbler, machin, et lui, il lui ferme jamais l'axe du but et Blas tire. En deuxième mi-temps, le pénalty concédé, bien sûr. Donc ça, c'est très frustrant. Ça a fait que le Brésil, le sélectionneur brésilien est celui qui l'a lancé en pro quand il était à São Paulo. Hein. Je crois qu'il était à São Paulo, Beraldo. Oui, et Moscardo au Corinthians. Moscardo, d'ailleurs, à Reims, c'est très très compliqué. Je crois qu'il est toujours pas convoqué pour les matchs avec le groupe pro. Il était un peu blessé. C'est un prêt là qui est vraiment très compliqué. Je vais me renseigner. Prochaine vidéo, on revient là-dessus. Mais voilà, Beraldo n'a pas été sélectionné avec le Brésil pour cette trêve internationale initialement. Et avec la blessure de Bremer, défenseur de la Juve, qui fait un très bon début de saison, eh ben, ils l'ont finalement convoqué. Donc ça fait plaisir pour lui parce que c'est vrai qu'il est dans une mauvaise passe et que ça va lui permettre de se changer les idées. Marquinhos aussi va avoir un sacré challenge. Parce que en sélection, il s'est fait un peu passer devant. Hein. Il est plus vraiment titulaire. C'est plutôt Eder Militao et Gabriel qui le sont. Donc voilà, Marquinhos va avoir des choses à rattraper. Vitinha, il était à l'entraînement sur les 2 derniers jours. Donc visiblement, la cheville, ça va. Mais il a été sélectionné par le Portugal pour la trêve internationale. Et ça, je trouve ça pitoyable. Pendant que Mbappé, le capitaine de l'équipe de France, fait l'impasse sur le rassemblement, soi-disant qu'il n'est pas en forme, alors qu'il rentre contre Lille, qu'il est dans le groupe, et visiblement, selon les médias, il sera titulaire ce soir contre Villarreal. Franchement, quand je vois ça, je me dis, mais faut tellement s'inspirer du Real. À un moment donné, je suis désolé. Le foot, ok, c'est un sport collectif, ok, machin, il faut, selon tes visions philosophiques, t'en as qui te diront,
Bon, il faut développer le collectif le plus possible. Le projet des stars, c'était pas bon. Là, avec Luis Enrique, voilà, on a une équipe qui dépasse les joueurs, la structure est plus importante. D'autres qui te diront, bah non, en fait, la Ligue des Champions, quand tu arrives dans le dernier carré, les matchs, c'est pas les entraîneurs. Les matchs, c'est les grandes individualités, les grands joueurs qui les font basculer. À ce niveau de compétition, en fait, la tactique est dépassée par la qualité individuelle des leaders d'équipe. Mais outre toutes ces questions philosophiques, moi, j'ai quand même l'intime conviction que le foot se joue aussi, en fait, sur ce genre de détails qui doivent tourner en ta faveur. Alors, ça peut être l'arbitrage, bien évidemment. Par exemple, mardi soir contre Arsenal, c'était absolument pas en notre faveur, sans avoir de décision très claire, pas du tout en notre faveur, de scandale arbitral. C'est vrai que Calafiori, Rice sur Marquinhos, la faute sur Colomani, même si elle est hors de la surface, donc la VAR peut pas revenir parce que c'est pas un penalty potentiel. Mais voilà, quelques petites choses comme ça. Tu vois, ça bascule pas de ton côté. Pareil, il faut avoir le vice pour justement ne pas se laisser faire, quoi. Tout simplement, il faut être un requin, comme le Real Madrid. Enfin, sur le dernier rassemblement, les mecs, il y a plein de joueurs qui sont restés là-bas et qui se sont entraînés. Ils annonçaient 2 mois d'absence et les mecs, retour de trêve, comme par hasard, ils sont de retour. Les Tchouaméni, les Bellingham, les machins, comme par hasard, ça y est, ils étaient prêts. Donc à un moment donné, tu vois, j'aimerais bien qu'on change de dimension sur ces aspects-là aussi, d'une saison en fait. Voilà, donc c'est dommage, et c'est pour ça que demain soir, je ne titularise pas Vitinha. Je le prends même pas dans le groupe en fait. Je le laisse se reposer, qui profite un peu de Paris. En plus, il fait très beau là. Ce week-end, Paris ciel bleu, c'est potentiellement la ville du siècle quand il y a cette météo. Donc voilà, qui profite avec sa petite famille. Et ensuite, il va partir avec le Portugal. On sait très bien que là-bas, il sera pas aménagé. Donc voilà, faisons-le. Voilà. On est les serpillères des sélections, mais c'est comme ça. João Neves, c'est intéressant parce qu'il a donné 2 interviews cette semaine à Canal+ et à Beansport, donc vous pouvez les retrouver. Et c'est des interviews intéressantes. J'ai noté 2-3 petits trucs. Déjà, il parle beaucoup du clan portugais dans son intégration. Il a dit, alors j'ai pas signé pour ça, mais c'est vrai que dans mon choix PSG, ça a pesé d'avoir Ramos, Vitinha, Nuno Mendes, Danilo à l'époque. Donc c'est vrai qu'on a un vrai groupe de Portugais qui vit bien, voilà, qui vit très bien. Si on est tatillon, on pourrait se dire que sur les prochains mercatos, en fait, on est un peu limite en termes de Portugais. C'est-à-dire que si tu recrutes un de plus, ça va, parce que t'as fait partir Danilo, tu peux rééquilibrer. Mais si tu recrutes encore 2 ou 3 Portugais, ça peut vite tourner au clan et pas au groupe. Donc ça, c'est vrai qu'on pourrait faire attention à l'avenir, mais t'es très tatillon là-dessus parce que ça reste des joueurs qui sont des joueurs d'équipe, qui font aucun problème, voilà. Vitinha et tout ça, Nuno, c'est pas des égos surdimensionnés, on va pas se mentir. Déclaration très intéressante aussi de João Neves, il dit moi j'ai signé parce que le projet de Luis Enrique, projet de jeu, colle avec ce que je veux pour me développer. Les changements de poste favorisent ma polyvalence. Et ça, c'est beau parce que c'est un beau pied de nez en fait, à la question de Margot Dumont où Luis Enrique répond je peux pas vous expliquer ma tactique, vous comprendrez pas, parce qu'elle lui dit vous avez un cadre tactique rigide. Mais en fait, moi je préfère écouter João Neves qui nous dit mais non, moi j'ai signé parce que mon entraîneur en fait se casse le cul, pardonnez-moi de l'expression, pour mettre les joueurs partout, créer de l'imprévisibilité, du dynamisme et tout ça, de la variété dans les positions, dans les zones occupées et tout ça. Les joueurs, pareil, ça leur développe leur palette. Vitinha, typiquement, la finition, enfin, tu prends la saison dernière et la saison d'avant, c'est le jour et la nuit, même s'il y a aussi le fait de plus avoir de joueurs devant qui empiétaient sur lui et sa personnalité. Voilà, c'est vrai que les changements de poste, machin, ça développe une palette de fou. Les joueurs deviennent très très polyvalents. Et donc, voilà, c'est vrai que je préfère écouter les joueurs plutôt que dans les médias. Oui, Luis Enrique balade tout le monde et tout ça, ils sont pas contents. Puis surtout, il reprend des éléments de langage, donc le dynamisme, la mobilité, la variété, voilà, les changements de poste aussi, il l'a dit mot pour mot. Voilà, tout ça, ça veut dire que c'est vraiment, vraiment travaillé à l'entraînement par Luis Enrique. Voilà, c'est limite Luis Enrique qui parle quand le joueur te dit ça. Donc ça fait plaisir d'entendre ça.
Et ça s'oppose bien sûr à tout ce qui est dit dans les médias. Et ensuite, ce qui m'a plu dans ces interviews, c'est qu'il dit voilà, je suis un joueur orienté sur le collectif. C'est vraiment toujours collectif, collectif, collectif. Et je trouve que c'est en ça qu'il ressemble à Marco Verratti. C'est un peu le joueur qui est partout, mais nulle part à la fois, dans le bon sens du terme en fait. C'est quelqu'un qui va se saigner pour les autres avec un talent monstre, avec ballon notamment, que tu sais pas trop où placer, relayeur, numéro 6, qui occupe plein de zones, qui va couvrir une grosse partie du terrain et qui va être vital à ton équipe en fait. Tu vois, qui va être vital à ton équipe. Donc c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Après demain, j'ai envie de le voir en 6. Hein. Sans Vitinha, je préfère que ce soit lui en 6 plutôt que Fabian Ruiz, que je mets du coup relayeur gauche, et Warren relayeur droit. Je trouve Ruiz trop monotone pour ce poste. Et puis voilà, quand tu veux avoir le ballon très haut, je préfère Joao devant sa défense. Devant, je mets Barcola à gauche, Dembélé à droite. Et en 9, j'aimerais bien voir Colomani quand même. J'aimerais bien titulariser Colomani à un moment donné parce que le fait de lui préférer Lee Kang-in face à Arsenal, c'était un choix très fort. Même Désiré Doué aussi pour le côté droit. Ça aussi, c'était très très fort. Parce que Colomani a un profil qui colle un petit peu avec les caractéristiques de la défense d'Arsenal. Il aurait pu faire mal sur certains aspects, notamment athlétiques. Et au final, il n'est pas titulaire. Donc, c'est terrible comme choix en matière de confiance envers Colomani. Après, il avait fait une entrée terroriste contre Rennes. Ça, c'est vrai. Mais demain, Nice... C'est une équipe normalement qui va pas parquer le bus. Ils vont jouer, il va y avoir des espaces. Et du coup, je préfère avoir quand même un peu de présence, quelqu'un qui pèse sur la défense avec Randall et puis qui prenne confiance à un moment donné, quoi. Parce que le garçon a été payé 90 millions. Et que si Luis Enrique lui fait pas confiance, qu'il faut envisager un départ au prochain mercato, bah au moins essayer de faire monter un peu la cote, quoi. Et à minima, il est encore dans le groupe, lui donner confiance. Parce que c'est vrai que là, c'est quand même très très compliqué pour lui. Même si bien sûr, techniquement, je suis d'accord, c'est vraiment, des fois, c'est abyssal, des gestes élémentaires complètement loupés. Mais, et puis surtout l'idée plus générale du faux numéro 9, bon, c'est vrai que sur les grosses échéances, j'y crois assez peu en fait. Hein. Guardiola gagne la Ligue des Champions quand il signe Haaland et un vrai numéro 9. Hein. Quand il jouait avec un faux 9, bah, il s'est cassé les dents. Même s'il va quand même en finale. Donc ça peut se jouer à pas grand chose. Bref. Donc voilà, niveau mercato, comme je l'ai dit, petite info juste qui est sortie dans le Sun. Alors bon, j'en parle, mais c'est un tabloïd anglais, donc il n'est absolument pas fiable. Faut savoir que le Sun la semaine dernière, c'est eux qui ont sorti l'info comme quoi le PSG avait travaillé ou travaille sur Mason Greenwood de l'OM. Donc, rumeur complètement ubuesque, voilà. Et là, cette semaine, c'est Mohamed Salah. Mohamed Salah qui a déclaré début septembre que personne du côté de Liverpool était venu lui parler d'une potentielle prolongation de contrat qui court actuellement jusqu'en juin prochain, donc il sera libre en 2025. Il fait un super début de saison, je crois qu'il est à 6 buts, 5 passes D. Il a mis un super but encore cette semaine en Ligue des Champions. Et c'est un joueur que j'adore. Hein. Enfin voilà, Salah, c'est exceptionnel de régularité en fait hein, sur les dernières saisons. Déjà il gagne tout, plusieurs fois meilleur buteur de Première Ligue, surtout dans des contextes où Liverpool avait énormément de blessés, galéré complètement. Je repense à la saison 2020-2021 si je dis pas de conneries, où il a vraiment été un leader. Moi c'est un des joueurs que je préfère, littéralement c'est un des joueurs que je préfère. On sait que Nasser aussi l'adore, hein, parce que ça fait des années qu'on entend parler de Mohamed Salah au PSG en fait. Et avec Nasser, il y avait une photo qui avait fuité il y a 2 ans de Nasser et Mo Salah au resto. Et je crois que c'était au Peninsula à Paris si je dis pas de bêtises. Il y avait quelqu'un, un paparazzi qui les avait pris. Après, est-ce qu'il peut parler du PSG? Ça, je sais pas, hein, parce qu'il y avait d'autres personnes aussi autour de la table. Peut-être que c'était juste un truc informel, sachant que les deux étaient dans le même hôtel au même moment, tu vois. Mais voilà. Bien sûr, c'est une star. Donc ça pourrait être la tête de gondole de ton projet. Je rappelle quand même que cet été, initialement, dans les médias, le PSG faisait filtrer qu'on voulait recruter une tête de gondole. Un joueur qui serait un petit peu le leader du nouveau projet. Hein. Et au final, aujourd'hui, on nous dit, oui, collectif, machin chouette. Mais non, on voulait recruter une tête de gondole au début du projet. Qu'aurait été Kvaratskhelia, par exemple. Alors, c'est un Géorgien, donc c'est difficile de penser à tête de gondole avec Kvaratskhelia. Mais, voilà. Transfert à 80 sans patate, ça aurait fait du bruit, il aurait repris le numéro 7 d'Mbappé, voilà, ça aurait fait quelque chose, tu vois. C'est pas Pacho avec son numéro 51, quoi. Et même à moindre mesure, Désiré Doué et Joao Neves, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc ne pas oublier ça.
Ne pas oublier ça. Ne pas oublier aussi que Mohamed Salah est quand même une star mondiale. Une star mondiale. Et ça, c'est ça qui est fort, c'est que c'est une star mondiale, alors que, objectivement, en étant égyptien, c'est quand même compliqué. Je dis pas sud-américain, européen, je pense que Mohamed Salah aurait été beaucoup plus coté, on parlerait beaucoup plus de lui, mais même à l'échelle de l'Afrique, s'il avait été d'une autre nation que l'Égypte, l'Algérie ou le Maroc, je pense qu'on aurait beaucoup plus parlé de lui. Là, évidemment, les Égyptiens, bon, ils sont pas vraiment représentés. Par exemple, dans les médias, il n'y a pas beaucoup de journalistes égyptiens. Les diasporas égyptiennes, elles sont moins importantes que les diasporas un peu plus classiques, on va dire, du continent africain. Donc c'est vrai que tout ça fait que Mohamed Salah est un peu... je sais pas s'il est sous-coté aujourd'hui, parce que je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'est un des joueurs vraiment les plus réguliers sur les 7-8 dernières saisons. Enfin, on parle quand même de 7 à 8 saisons, quoi. C'est absolument incroyable. En plus, c'est un joueur collectif. C'est vrai que il a le côté star et le côté joueur qui fait les efforts défensifs et tout ça. Et c'est un Dembélé avec la tête, dans le sens où il a une finition. Il fait marquer, il marque, voilà, il est décisif dans les grands matchs, machin. Donc c'est vrai qu'il coche énormément de cases. Maintenant, 33 ans, quel intérêt quand tu fais une com d'enfer sur la place que tu donnes à la jeunesse. Ça, c'est vrai que bon, je trouverais ça quand même très bizarre, très très bizarre. Mais bon, en fait, c'est l'âge qui détruit tout mon argumentaire. Mais sinon, sur tout ce que j'ai dit, je suis in love de Mohamed Salah. Mais malheureusement, Salah a 33 ans, qui en plus a tout gagné, machin, qui viendrait un peu, voilà, pour l'après-retraite. Ce genre de truc, de deal gratuit, machin. Les clubs, tous les clubs aujourd'hui, hein, le marché des joueurs libres, bon, à part l'Inter, avec Marotta et tout ça, qui est le spécialiste de ce marché des joueurs libres. Bon, l'OM aussi qui a fait Rabiot, mais c'est un marché quand même qui perd un petit peu. Hein. Les joueurs libres, on l'a vu, ils ont pas mal galéré. Justement, Rabiot est un exemple, puisqu'il signe dans un club 3 semaines après le début de la saison. Il peut même pas être inscrit sur les listes de Coupe d'Europe. Enfin, l'OM ne les joue pas, mais s'il avait été dans un club, il aurait pas pu. Donc voilà, bref. C'est vrai que pour toutes ces raisons, je veux pas. Ciao les amis, prenez soin de vous et on se retrouve demain bien sûr pour le débrief de ce Nice PSG. Bon week-end les gars.